Il porte la veste de son mariage à l'enterrement d'Alexia, soutenu par ses beaux-parents, qui le serrent comme un fils. Et ce jour-là, dans le discours, le père d'Alexia dira même cette phrase : « Je souhaite à tout le monde d'avoir un gendre comme Jonathan. » Tout le monde le croit brisé. Personne n'imagine une seconde que l'homme qui pleure est celui qui a tué. Et c'est ça l'affaire Daval. Un crime, puis une mascarade, puis 6 versions pour ne pas tomber. On connaît l'histoire, on a vu les images, les gros titres, les larmes. Alors ce soir, je ne vais pas vous refaire le film. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dedans, ce qui bascule juste avant. Alors la vraie question est celle-ci : comment un homme peut-il s'effacer si longtemps qu'au moment où il sent que tout lui échappe, il choisit l'acte, là où il n'a pas su parler. Bienvenue dans Clinique du crime, affaire Jonathan Daval. Avant le couple, avant Alexia, avant le crime, il y a un enfant. Un enfant chétif, fragile physiquement, en retrait. Jonathan Daval n'est pas un enfant expansif, bruyant, occupant l'espace. Il est plutôt du côté de ceux qu'on oublie dans la cour de récré. Pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils apprennent très tôt à ne pas se faire remarquer. Il grandit avec des problèmes de surdité. Et ce point n'est pas un détail biographique, c'est un organisateur relationnel. Entendre mal pour un enfant, ce n'est pas seulement moins entendre. C'est être en retard d'une demi-seconde sur le monde. C'est douter. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce qu'on parle de moi ? Dois-je répondre quoi ? C'est parfois répondre à côté, faire répéter, se tromper. Et très vite, l'enfant comprend quelque chose de simple. Parler expose. Pas parce qu'on lui interdit de parler, mais parce que parler quand on entend mal augmente le risque de couper au mauvais moment, de mal répondre, de se faire reprendre, de se sentir de trop. Alors il observe, il lit les visages, il guette l'intonation, il anticipe, il apprend à deviner ce qu'on attend de lui. La parole arrive tard et surtout, elle n'est pas vécue comme un appui affectif. Les mots ne servent pas d'abord à dire « voilà ce que je ressens ». Ils servent à rester dans le bon tempo, à ne pas déranger le lien. John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, a posé une idée essentielle. L'enfant a besoin d'une base de sécurité, un lien suffisamment stable pour oser explorer, protester, se tromper, puis revenir. Quand cette sécurité est incertaine ou vécue comme fragile, l'enfant met en place des stratégies d'attachement pour préserver le lien. Et parfois, cette stratégie n'est pas « je crie plus fort », c'est l'inverse. Je me fais petit. C'est une économie de survie relationnelle. Si je suis discret, si je suis sage, si je ne complique pas, le lien tient. Puis il y a le corps. Jonathan est chétif et il souffre d'une scoliose. Il porte un corset pendant plusieurs années. Un corset à l'école, à l'adolescence, ce n'est pas juste un dispositif médical. C'est un signe visible, un rappel permanent de la différence. Un corps surveillé, maintenu, contraint. Et le regard des autres n'est pas neutre. Il pique. On l'embête, on le moque, on le met à part. Donc il apprend une deuxième leçon, encore plus corporelle. Être vu fait mal. Alors il réduit encore sa présence. Il se retire, il devient prudent. Il évite l'exposition. Parler expose, le corps expose, exister expose. À ce stade, on n'est pas dans la pathologie, on est dans l'adaptation. Puis survient la mort du père à l'adolescence. Une perte structurante, une disparition qui enlève un appui, une figure de séparation, une colonne. Même si ce père n'était pas forcément au quotidien dans chaque geste, sa mort introduit une vérité brute. Un lien peut disparaître sans retour. Et c'est souvent là que le psychisme cherche un moyen de se tenir. C'est à cette période qu'apparaissent les tocs de propreté. Nettoyer, ranger, vérifier. Pas comme une manie anecdotique, mais comme une tentative de maîtrise. Quand le monde antérieur est débordé, le corps prend le relais. Le rituel fait exactement ceci.
Il transforme une angoisse diffuse en geste précis, il donne illusion d'un contrôle et surtout, il évite l'effondrement interne. Là où les mots ne contiennent pas, le geste contient. Là où l'émotion déborde, le rituel borde. Ces tocs disent quelque chose de très précis. L'angoisse ne trouve pas de mots, alors elle se loge dans le geste. Peu à peu, une organisation se met en place. Pour que le lien tienne, il faut être sage, discret, anticiper, s'ajuster. Cette mécanique psychique permet de préserver la relation. L'enfant apprend que la sécurité ne vient pas d'un « je peux être moi », elle vient d'un « je dois faire attention ». Il ne se dit pas « je me soumets », il se dit « si je ne pèse pas, on reste avec moi ». C'est comme ça que l'enfant fragile devient l'enfant sage, puis l'adolescent discret, puis l'adulte effacé. Ce n'est pas encore pathologique, c'est adaptatif. Mais cette adaptation a un coût. Le sujet n'apprend jamais à dire « je ». Il ne se construit pas comme source de désir, il se construit comme réponse au désir supposé de l'autre. Quand le regard est là, il existe. Quand le regard vacille, il n'y a pas simplement un manque, il y a un vide. Et ce vide-là, plus tard, le couple viendra le remplir. Et c'est là que tout devient décisif. Parce que quand on a appris à s'effacer pour tenir le lien, l'amour n'arrive pas seulement comme une rencontre, il arrive comme une preuve d'existence. Alors, passons au couple, là où le manque trouve un point d'accroche. Il a 20 ans passés, elle en a 16. C'est elle qui fait le premier pas. Elle est vive, solaire, décidée. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle le veut, lui. Et lui, il est surpris. Pas seulement flatté, surpris comme on l'est quand quelque chose d'inattendu vous arrache au décor. Parce qu'une fille comme ça, qui vous regarde vraiment, quand on a appris à se faire petit, ça ne fait pas juste battre le cœur, ça donne une place. Ce regard-là n'est pas seulement amoureux, il est fondateur. Être choisi pour lui, c'est exister plus nettement. C'est comme si d'un coup sa silhouette prenait du relief. Avec Alexia, il n'entre pas seulement dans un couple, il entre dans une famille soudée, aimante, contenante, une famille qui accueille, qui fait de la place, qui ouvre la table, qui ouvre le cercle. Et lui, soudain, il n'est plus celui de trop. Il devient quelqu'un de nommé, de situé, pas seulement Jonathan, mais le gendre, le mari, le compagnon, un rôle lisible, un emplacement. On le reconnaît, on l'intègre sans qu'il ait à forcer la porte, sans qu'il ait à prouver qu'il mérite d'être là. Et pour quelqu'un qui s'est construit en évitant l'exposition, c'est immense. Sauf que cette place, elle a une condition implicite. Elle passe par Alexia. Elle est garantie tant que le couple tient. Autrement dit, si le couple vacille, c'est toute l'architecture qui tremble. Mais quand la vie demande du conflit, là, la mécanique se révèle. Alexia veut du concret, des réponses, une direction. Lui, face au conflit, ne sait pas faire. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas. Alors il temporise, il minimise, il se tait. Et puis il se tait, puis la tension monte, puis la tension monte, puis il se ferme. La relation se met à fonctionner comme une porte battante, elle pousse pour ouvrir, il recule pour ne pas être écrasé. Et chacun finit par amplifier exactement ce que l'autre redoute. Et là, il faut être très concret. Quand la maison devient une zone de tension, Jonathan ne reste pas. Il met en place une stratégie d'évitement très nette. Le soir, il va chez sa mère, parfois jusqu'à tard. Et pour que cela tienne, il ment. Il dit à Alexia qu'il travaille, qu'il a des obligations, qu'il est retenu. Puis il rentre seulement pour le coucher, comme si la présence réelle dans le couple n'était plus possible que par petites doses. Ce n'est pas un mensonge flamboyant, c'est un mensonge utilitaire, un mensonge prothèse. Et ce point est crucial.
Le mensonge n'est pas seulement malhonnête, il devient une façon de maintenir deux liens sans affronter aucun des deux. D'un côté, le lien conjugal qui devient conflictuel, de l'autre, le refuge maternel, où il peut descendre en pression. Sauf que cette organisation est instable, parce qu'elle creuse le fossé. Plus il s'absente, plus Alexia se sent seule. Plus elle se sent seule, plus elle insiste. Plus elle insiste, plus il fuit. La pression monte sans soupape. Plus il y a l'intime, et là le couple se met à souffrir au point le plus vulnérable, le désir, le corps, la sexualité. Les troubles de l'érection. C'est important de le dire clairement, ce n'est pas juste un problème sexuel, c'est un problème identitaire. Parce que chez un sujet fragile, le corps sexuel devient un lieu de verdict. Ça marche, je suis quelqu'un, ça ne marche pas, je ne suis rien. La honte s'installe, l'évitement s'installe, et la sexualité, au lieu d'être un espace de rencontre, devient un espace d'évaluation. Plus il est sous pression, plus il échoue, plus il échoue, plus il a honte, plus il a honte, plus il évite. Et plus il évite, plus le couple se tend. Et progressivement, un poison lent se diffuse, le sentiment d'être inadéquate. Ce n'est pas « je ne vais pas bien », mais « je ne suis pas un homme ». Cette phrase, elle ne tue pas par elle-même, mais elle touche exactement le point déjà fissuré. Alexia veut un enfant, le projet devient central. Et là, on entre dans une zone où tout se resserre. Parce qu'avoir un enfant, ce n'est pas simplement faire un bébé, c'est devenir adulte, assumer une place, se séparer, transmettre. Or, lui, intérieurement, n'a pas construit cette place-là. Il s'est construit par l'ajustement, pas sur l'affirmation. Donc le projet d'enfant met une pression maximale sur une structure déjà fragile. La sexualité devient contrainte, le désir devient performance et l'intime devient tribunal. Et plus le couple s'acharne à réussir, plus le corps échoue. Puis le corps échoue, puis la honte grandit. Et plus la honte grandit, puis il disparaît chez sa mère, dans le mensonge, dans le silence. Le couple est alors pris dans un engrenage, l'extérieur lisse, l'intérieur s'enfonce. C'est ça qui rend cette affaire insupportable. Il renvoie l'image d'un couple normal. Sport, maison, projet, famille, tout semble à sa place. Mais sous la surface, il y a une accumulation. Pas forcément des cris permanents, plutôt une atmosphère de non-dit, de tension, d'humiliation possible, de retrait, d'absence, de retour tardif, de mensonges pour éviter la scène. Et quand on ne sait pas symboliser le conflit, quand on ne sait pas dire je, quand on ne sait pas tenir une dispute sans vivre une menace de rupture, alors le couple devient un étau. Donc si Alexia menace de partir, de se détacher, ce n'est pas vécu comme une séparation, c'est vécu comme un effondrement de la scène entière. Il y a une pression qui monte, une double vie d'évitement, un intime qui devient une épreuve, un projet d'enfant qui devient une injonction, et un homme qui ne sait pas mettre des mots. Il ne reste alors qu'un risque, que le conflit un soir déborde. Jusqu'ici, l'effacement servait à tenir. À partir de maintenant, l'effacement devient une arme. Ce soir-là, rien n'annonce une tragédie. C'est une raclette chez les parents d'Alexia, le familial, le simple, le chaud, le tout va bien. Jonathan arrive un peu en retard, pas un retard qui inquiète, un retard banal, presque neutre. Et très vite, il reprend sa place. Il sert le champagne comme à son habitude, il se lève, il circule, il remplit les verres, il s'occupe de tout le monde. La famille ne décèle rien de spécial, parce qu'il n'y a rien de spectaculaire. Pas de scène, pas d'explosion, juste une soirée qui ressemble aux autres. La sœur parisienne est venue en vacances avec son mari et leur enfant en bas âge. Il y a des projets du quotidien, des détails ordinaires. Une soirée comme les autres.
Puis Alexia et Jonathan rentrent chez eux comme un jour normal. Ils rentrent à la maison, la porte se referme, et ce qui était tenu à l'extérieur ressort à l'intérieur. Il suffit d'une chose, un mot qui touche la honte, une phrase qui touche l'impuissance, une pression qui touche l'enfant, un rappel de ce qu'il n'arrive pas à être, et la dispute se transforme. On connaît la suite, il la frappe, il l'étrangle. Et là, il faut dire une phrase clinique, sans anesthésie. Quand quelqu'un n'a pas appris à dire, à soutenir le conflit, à symboliser la perte, il peut basculer dans l'acte, comme dans une sortie de secours. Sauf que ce n'est pas une sortie, c'est un crime. Ce n'est pas un accident, ni un moment de folie, c'est un passage à l'acte violent, massif, qui détruit. Après l'acte, il reste une question brutale, que faire du corps? Et là, quelque chose se met en place, une logique de récit, comme si, une fois le réel commis, il fallait revenir à l'image. Le corps est déplacé, il est déposé dans un bois, dissimulé, recouvert, et un élément du dossier a beaucoup frappé. Il est question d'un drap appartenant au couple. Ce détail est glaçant, parce qu'un drap, c'est l'intime, c'est la maison, c'est ce qui couvre quand on dort. Et là, ça devient ce qui couvre quand on efface. Et c'est là que l'affaire devient glaçante. Après l'acte, il y a la scène. Les mensonges durent environ 3 mois. 3 mois de façade, de récit, d'attitude, de larmes. 3 mois où il joue la disparition en occupant tout l'espace. Au tout début de la disparition, il explique qu'Alexia est partie courir et qu'elle n'est pas revenue. Il envoie même des SMS d'inquiétude, tout en sachant qu'elle ne répondra pas. Il fabrique l'absence, minute après minute, comme on entretient une histoire pour qu'elle tienne debout. En façade, c'est un veuf éploré. Il pleure beaucoup dans la famille. Il est soutenu, entouré, consolé, et il reste là, au plus près. Il continue d'être accueilli, invité à dîner, assis à la table, au milieu des habitudes, des silences, des regards. Il pleure avec les parents. Il se laisse tenir, envelopper, protéger. Et c'est précisément ça qui sidère. Il ne sort pas du cercle des endeuillés, il s'y installe, comme s'il cherchait à maintenir une chose, la seule qui, pour lui, compte encore, la place. Cette place qu'il avait trouvée avec Alexia, la place de gendre, de mari, de presque fils, une place offerte, évidente, sans lutte, tant que le couple tenait. Alors, après le meurtre, il ne reste pas seulement pour tromper, il reste aussi comme si cette maison pouvait encore lui donner un nom, comme si l'appartenance pouvait survivre à l'impensable. Il ne cherche pas seulement à échapper à la justice, il cherche à ne pas perdre l'appartenance, comme si la place de fils, même usurpée, même impossible, était devenue la dernière chose à sauver. Et ça fonctionne, parce que la douleur de la famille est vraie. Leur amour est vrai, leur confiance est vraie. Mais de l'autre côté, il y a des gestes qui frappent à leur dissonance. Quelques jours après la mort d'Alexia, il va au cinéma avec son frère, avec une attitude presque normale. Ce détail pris seul ne veut rien dire, mais dans un ensemble, il devient une question. Comment une douleur se montre d'un côté et se débranche de l'autre, comme si l'émotion pouvait s'allumer et s'éteindre à la demande, comme si le rôle était réglable. Quelques semaines après la mort d'Alexia, il est invité à Noël chez les Fouillot. Et un détail choque, il mange beaucoup. Il s'empiffre comme un goinfre. Ce n'est pas manger qui est suspect, c'est l'écart, la disproportion. Tout le monde est encore en sidération. Et le corps, lui, semble continuer. À ce moment-là, dans l'entourage, quelque chose commence à bouger. Certains observent, certains comparent, certains se surprennent à penser « il y a un truc qui ne colle pas ». Mais les parents Fouillot, eux, restent dans l'impensable. L'idée ne peut pas entrer, parce que si elle entre, elle détruit tout. Pendant ce temps, l'enquête avance et l'enquête n'a pas de nostalgie.
Elle a la chronologie, les incohérences, les traces. Puis vient l'interpellation, la garde à vue, l'incarcération. Et là, tout le monde tombe. Parce qu'il y a cette phrase intérieure universelle, pas lui, impossible. Sauf que le réel ne négocie pas. Ensuite, il y a les versions, 6 récits différents. Nier, avouer, se rétracter, recomposer, déplacer, accuser. Pourquoi ce zigzag? Parce que dire c'est moi ne signifie pas seulement reconnaître un fait, cela signifie mourir socialement. Cela signifie devenir celui qu'on ne pourra plus jamais regarder pareil. Alors, le psychisme cherche des issues, il fabrique, il détourne, il repousse, il réécrit. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas brillant, c'est défensif, c'est désespéré. Et puis, il y a la dernière version, la plus toxique, celle où il affirme que ce n'est pas lui. Il raconte que le beau-frère, Grégory Gay, aurait tué Alexia et que la famille aurait été complice. Un pacte, une mise en scène, un complot. Là, il ne s'agit plus seulement de se dire innocent, il s'agit de devenir victime. Quand la culpabilité est insoutenable, le mal est expulsé dehors, projeté, déposé sur l'autre. Mais comprendre une défense ne l'excuse pas, parce que cette version ajoute une violence. Alexia est morte, et la famille est accusée d'y avoir participé. C'est une seconde destruction. La juste instruction provoque une confrontation, parce qu'à ce stade, le mensonge doit tenir en face d'une autorité judiciaire, en face d'un regard qui ne cède pas. Il y a la juge, il y a Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, et lui, en face, persiste. Il maintient sa version, il continue d'accuser. Il insiste comme si le récit était devenu une armure, et que lâcher l'armure, ce serait tomber. Et il y a un détail qui rend cette confrontation encore plus vertigineuse. Dans l'intime, Jonathan aurait parfois appelé Isabelle Fouillot maman. Ça peut sembler anodin, presque attendrissant, mais dans une histoire comme celle-ci, ça raconte autre chose. Un déplacement d'attachement, une recherche d'abri, une façon d'être adopté symboliquement par cette famille. Alors au moment où il persiste dans sa version du complot, il ne ment pas seulement à une belle famille, il ment à une figure qu'il a reconnue, enveloppée, légitimée, parfois nommée comme une mère. Et dans cette salle, quelque chose change de nature. Isabelle Fouillot sort une photo. Pas une preuve ni une pièce, une photo. Alexia avec leur chat Happy. C'est pas un élément de procédure, c'est un morceau de vie, un rappel de présence. Un rappel du lien, du quotidien, de la maison, de ce monde familial où il y avait une place. Et là, tout lâche. Il s'effondre, il tombe à genoux, il pleure. Plus de posture, plus d'armure, plus de version. Il avoue que c'était un mensonge. Et la scène devient presque insoutenable. Isabelle Fouillot le relève, elle le prend dans ses bras. Il pleure dans ses bras. On est dans un lieu judiciaire, mais on assiste à quelque chose de primitif. Un adulte qui s'écroule et qui retombe dans une position d'enfant, comme si, à cet endroit précis, il n'y avait plus de langage possible, seulement la chute. Cliniquement, cette séquence est vertigineuse parce qu'elle montre la fonction du mensonge. Pas seulement tromper, mais tenir debout, tenir une image, tenir un moi acceptable, retarder l'effondrement. La photo court-circuite tout. Elle ne convoque pas la logique, elle convoque le lien. Elle ne convoque pas la défense, elle convoque l'attachement. Alexia redevient quelqu'un, pas seulement une victime. Et l'aveu tombe dans un endroit humain, dans des bras, dans une figure d'accueil, dans une scène affective, comme s'il fallait un contenant pour que la vérité puisse enfin se déposer. On l'a vu, Daval tient par l'ajustement, par le fait d'être comme il faut. Et quand on tient comme ça, l'image n'est pas un détail, c'est une charpente. La famille Fouillot accueille, contient, reconnaît, et lui, là, trouve une place qui le stabilise.
Mais c'est une place conditionnelle. Il est quelqu'un dans le regard de l'autre. Et quand on s'est construit comme ça, le lien devient vital. Pas important, vital. Puis l'intime se fissure, les problèmes d'érection, le projet d'enfant, la pression, les humiliations possibles, les disputes, l'évitement. Et là, il se passe quelque chose de classique cliniquement. Puis la pression monte, puis il évite, puis l'autre pousse, puis il se sent petit, honteux, disqualifié. Le couple devient un tribunal, la sexualité devient un verdict, et il n'a pas d'espace psychique pour dire stop, je souffre, je pars, je refuse. Parce qu'il n'a pas été construit comme ça. Il a été construit pour tenir, pour s'adapter, pour ne pas faire de bruit. Alors la colère s'accumule sous la honte, et la honte, quand elle n'a pas de mots, devient explosive. Et le soir de la raclette, quand la porte se referme, tout ce qui était contenu remonte. Un mot de trop peut faire sauter la digue. C'est là que le passage à l'acte arrive. Non pas comme une stratégie, mais comme une rupture de digue. Et c'est un crime, un meurtre, rien d'autre. Et après le crime, il reste son mécanisme de survie, l'image, parce qu'il a appris enfant en étant comme il faut, en étant celui qu'on attend. Donc après l'acte, il remet le costume, veuf, gendre, victime. Et c'est pour ça que la mascarade tient. Elle tient sur un vieux logiciel psychique. Si l'image tient, il reste quelqu'un. Et c'est là que la scène de Happy le chat prend tout son sens. Parce qu'un drap, un bois, une version, un rôle, ça peut tenir tant que ça reste une histoire. Mais une photo de la vie, Alexis avec leur chat, posée par la belle-mère, figure d'accueil, figure quasi maternelle, ça fait effraction. Ce n'est plus un récit, c'est la vie qui revient. Et là, le faux self ne suffit plus, le rôle craque, le moi qui tenait par l'image s'effondre et l'aveu tombe. Parce que, à cet instant précis, il n'a plus de façade possible. Ici, une lecture clinique peut éclairer la mécanique. Winnicott parle du faux self, une manière de tenir en s'ajustant aux attentes, en étant comme il faut, jusqu'à ce que l'identité ressemble à une façade plus qu'à une présence. Dans ce dossier, le mot caméléon revient souvent parce que l'adaptation frappe. Il prend la couleur de la pièce. Un gendre idéal, un mari gentil, un garçon serviable, veuf inconsolable. L'image semble centrale, presque structurante. Alors, le mensonge devient une béquille psychique, quelque chose qui maintient le moi debout quand tout menace de s'écrouler. Et quand l'image est la charpente, la vérité n'est pas juste une vérité, c'est une chute. Et c'est exactement ici que la psychologie doit s'arrêter de prendre toute la place. Parce que derrière les larmes, derrière la scène, derrière les versions, il reste un fait politique. Une femme tuée par son conjoint. Et si le mot féminicide est apparu dans l'espace public, c'est pour empêcher que ce meurtre soit raconté comme un drame ou un dérapage, au lieu de le nommer pour ce qu'il est. Mais cette affaire ajoute une couche encore plus sombre. Elle montre comment l'effacement peut devenir une méthode. Effacement du conflit, des signes, de la vérité pendant des semaines, effacement des responsabilités par les versions, les accusations, le complot, jusqu'à l'effacement d'Alexia elle-même, d'abord comme présence, puis comme réalité. Alors, le mot féminicide ici n'est pas un slogan, c'est un refus. Refuser que ce crime se dissolve dans les récits, refuser que l'effacement gagne une dernière fois. Parce qu'au début, l'effacement ressemble souvent à une solution, se taire pour éviter la dispute, s'adapter pour garder l'amour, rester lisse pour être accepté. Mais à force, ce n'est plus de la paix, c'est du verrouillage. Et dans un lien verrouillé, le conflit normal, celui qui se dit, se traverse, se répare, n'a plus de place. La prévention, c'est reconnaître les signaux quand on ne peut plus parler, quand tout doit rester lisse, quand l'image compte plus que le réel, quand le contrôle remplace la confiance. Et c'est politique parce que la violence conjugale n'est pas un accident privé, c'est un rapport de pouvoir. Nommer féminicide, c'est empêcher l'effacement une dernière fois, refuser que la violence se dissolve dans les mots. Quand l'image remplace la parole, le mensonge devient une ossature. Et quand cette ossature casse, certains ne tombent pas, ils détruisent.
La prévention, c'est rouvrir des sorties avant l'irréparable, parler, demander de l'aide, poser un cadre, partir si nécessaire. Parce qu'un féminicide, ce n'est pas une dispute qui a mal tourné, c'est une violence qui a trouvé sa place. Cet épisode se termine avec une pensée pour Alexia Fouillot, pour la femme qu'elle était et pour toutes celles dont la parole s'est arrêtée trop tôt. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé, vous pouvez l'aider à vivre, un abonnement, un partage, un mot laissé quelque part. Merci et à très bientôt pour la suite de la saison.